Bonjour à tous, bienvenue dans Substance. Albert en couple avec la cam, épisode 2. Il y a un mec qui se pose juste devant moi et les 4 autres qui se posent à côté. Et tout le reste du wagon est vide. Des mecs avec des costards de ouf, tu vois. Et il y en a un, je le regarde et je me dis putain, c'est le premier ministre de la Belgique, c'était Charles Michel, un mec, je me suis d'un coup, ça fait un flash dans ma tête. Et en fait j'ai passé tout le trajet, tu vois, à 2 mètres du premier ministre belge avec mes 50 grammes d'héros dans la poche, je venais d'être contrôlé juste avant, tu vois. En première classe, en fait, je me suis jeté moi-même dans la gueule du loup, tu vois. Dans ce nouvel épisode de Substance, Albert va nous parler des difficultés qu'entraîne sa consommation quotidienne d'héroïne. Alors je vous préviens tout de suite, il ne va pas s'auto-apitoyer. Comme on l'a entendu dans le premier épisode, il assume sa consommation. Évidemment, il sait bien, comme tout le monde, que l'addiction à un opiacé peut rendre la vie infernale. Mais à l'écouter, il semble que ça ne soit pas vrai dans son cas, tout simplement. Sa vie n'est pas infernale, il assure qu'il ne souffre pas de son addiction. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il se met en danger au niveau légal. Et dans cet épisode, il va nous parler de ses soucis judiciaires. À force de faire l'aller et retour entre Lille et Paris pour aller acheter l'héroïne, il multiplie les risques de se faire attraper par la police, et ça finit d'ailleurs par lui arriver d'une manière assez rocambolesque. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes en Substance. Les difficultés que l'héroïne, la consommation d'héroïne entraîne ça dépend énormément des gens. Peut-être ce que je vais dire est très prétentieux, mais j'ai l'impression que ça m'apporte pas énormément de difficultés par rapport à d'autres personnes. À chaque fois que je dis ça, les gens me jettent des cailloux en me disant sale con, t'es prétentieux. Mais voilà, j'arrive en même temps que cette consommation à avoir un travail, à avoir une vie normale, à fréquenter des meufs, à faire ma vie. Après, peut-être que ça m'a un peu isolé par rapport à des gens qui ne consommaient pas, des amis qui m'ont vu consommer et qui au fil des années ont pris un peu leur distance. Ça, je m'en rends compte maintenant en fait. Qu'il y a beaucoup de gens qui se sont éloignés, peut-être je leur fais peur maintenant, ou je sais pas. Après, voilà, on parle souvent de difficultés sociales, des gens qui prennent de l'héro, mais je pense que c'est peut-être des gens qui ont des difficultés à la base. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont des difficultés à la base, qui se retrouvent dans l'héro, et donc après, c'est difficile de savoir est-ce que c'est l'héro qui les a rendus comme ça, ou est-ce qu'ils étaient déjà comme ça. Voilà, mais encore une fois, quand j'ai commencé l'héro, j'étais étudiant et tout. Maintenant, j'ai un travail, j'ai un appartement, je me suis acheté un micro-ondes, tout va bien, quoi. J'ai tout ce qu'il faut, quoi. J'ai même un micro-ondes, donc voilà. Moi, je fais pas d'injection, donc ça diminue déjà beaucoup les risques. Donc l'héroïne, ça se présente soit sous la forme d'une poudre un peu brune, soit d'un caillou brun. Pour la fumer, donc c'est une méthode qui s'appelle chasser le dragon, c'est-à-dire qu'on la fume sur un papier d'aluminium. On prend une feuille d'aluminium sur laquelle on pose ce qu'on veut fumer, donc une pincée ou un petit caillou du produit à fumer. Donc on tient cette feuille dans notre main avec la poudre par-dessus. Entre-temps, on s'est préparé comme une paille en aluminium, c'est-à-dire qu'on prend un stylo bic qu'on entoure de papier d'aluminium et hop, ça nous fait une paille qu'on met dans notre bouche. Et donc avec la feuille d'aluminium sur laquelle on a posé le produit, on la tient dans une main et on va chauffer avec notre autre main, on va placer une flamme sous la feuille qui va faire que la poudre qu'on a posée au-dessus va fondre et dégager une fumée qu'on va aspirer justement avec la poudre, avec la paille qu'on a placée dans notre bouche. Je sais pas si je viens d'expliquer, c'est difficile à expliquer ça à la radio, mais voilà, c'est comme ça qu'on fume sur l'aluminium, ça s'appelle chasser le dragon. Je ne sais pas pourquoi. Après, je dirais que c'est plutôt des risques qui sont autour, c'est-à-dire que ça peut être des risques
On peut par exemple s'endormir au volant ou tomber ou quand on est défoncé, ou ça va plutôt être des risques comme ça que le risque lié à l'arrivée du produit dans son corps. En fumant ou en sniffant, il y a peu de risques qui sont liés à l'arrivée du produit dans son corps. Après, c'est plus les conséquences de la consommation. Ça peut être des insomnies, arriver en retard au boulot, piquer du nez au travail, des choses comme ça, mais qui sont somme toute assez marginales par rapport à des risques comme d'autres drogues, comme la cocaïne, où on dit que ça explose des liaisons cérébrales ou je ne sais quoi. L'héroïne, c'est une molécule qui est sécrétée à la base par notre corps. S'approvisionner, c'est compliqué quand on ne connaît pas les plans et quand on ne connaît pas les gens, qu'on n'est pas sûr. Par exemple, à Paris, on voit ceux qui veulent s'approvisionner en coke, des plans en cocaïne à Paris, il y en a 10 par rue, et on ne sait jamais sur quoi, quelle va être la qualité, combien ça va coûter, il n'y a jamais le poids, enfin c'est quelque chose, c'est un peu la loterie à chaque fois. Après, l'héroïne, il y a moins de plans, c'est que dans certains endroits, donc c'est souvent les mêmes personnes, c'est plus des acheteurs réguliers. Et donc voilà, moi il y a plus de loterie quand je chope de l'héroïne, et voilà, j'ai un plan, je sais où il faut aller quand c'est ouvert, que c'est des mecs fiables, c'est quasiment des professionnels, hein, avec des horaires d'ouverture, des prix qui varient en fonction de la quantité qu'on prend. C'est hyper sérieux, hyper carré, on passe jamais plus d'une minute dans le truc, et quand je suis devant cet endroit, à ce moment-là, il n'y a pas plus de difficulté pour moi à acheter 50 grammes d'héroïne que d'acheter 2 paquets de clopes, vraiment, quoi. C'est la même chose, on fait la queue entre clients, on demande au caissier et on est livré après, quoi. Non, ça me pourrit pas la vie. Justement, depuis que j'ai un plan fiable et régulier, bon, c'est un peu à double tranchant, parce que du coup, il n'y a plus de période de disette où j'arrête de consommer pendant 6 mois ou 1 an. Maintenant, ça n'existe plus, ça. En revanche, j'ai un plan fiable, carré, il n'est plus question de se faire arnaquer et d'acheter du poivre ou je sais pas quoi. Donc voilà, après, c'est sûr que c'est illégal. Je pense qu'il y a aussi un plaisir qui est lié à ça, quand... Ça m'est arrivé plusieurs fois de choper 80 ou 100 grammes et de me faire arrêter par la douane au retour, avoir le produit juste à côté de moi, et voilà, de voir les douaniers chercher dans la porte avec leur petite lampe, et puis au bout d'un moment de laisser repartir. Et là, il y a un coup d'adrénaline, et après un sentiment de toute puissance quand on repart, quand on rallume le moteur avec un petit sourire et qu'on voit la route. Et là, c'est des moments précieux, tu vois. Moi, je trouve que je suis fier d'avoir vécu des moments comme ça, tu vois. Après oui, j'ai eu des soucis avec la justice maintenant, ça s'est pas toujours passé comme ça au bout de quelques secondes où on nous laisse repartir, donc ça m'est déjà arrivé, donc voilà, qu'ils aient trouvé des produits, et voilà, donc il y a des conséquences judiciaires ensuite. Bah alors c'est une histoire un peu bizarre, donc moi je vais à Lille pour choper, qui est un peu la capitale de l'héroïne en France, avec des prix défiant toute concurrence. Et donc je partais en voiture, c'était en août dernier, et il y a quelqu'un que je connais qui voulait absolument monter en voiture avec moi. Donc moi c'est quelqu'un que j'apprécie pas trop, que j'avais pas du tout envie de faire la route avec lui, donc je lui ai dit non, je te remercie, je vais y aller tout seul. À la place, j'ai pris des covoitureurs. Voilà, donc j'ai déposé 2 personnes à Lille, ça m'a mis en retard parce qu'ils étaient en retard, ils voulaient que je les dépose à l'autre bout de l'île. J'ai pas dit non, donc je les ai déposés. Bref, je suis arrivé là-bas plus tard que prévu. Je vais à l'endroit choper 60 grammes d'héroïne et un petit peu de cocaïne. Et je repars. À chaque fois que je repars, je suis un petit peu paranoïaque, je regarde bien dans mes rétros, je fais attention. Et là, je remarque une voiture qui me suit d'un peu près. J'arrive à un rond-point et donc je fais 2 fois le tour du rond-point pour voir si elle aussi va faire 2 fois le tour. Et la voiture fait 2 fois le tour comme moi. Donc ça me met la puce à l'oreille, un autre rond-point, je refais 2 tours, elle refait 2 tours, mais cette fois en me collant vraiment près, vraiment dans le pare-choc, dans le rond-point. Donc là je me dis bon, c'est chaud, c'est les flics qui ont dû repérer la transaction et qui me suivent.
En même temps, je suis étonné qu'ils mettent pas le gyrophare. Bon, c'est bizarre. Il faut savoir qu'il est à peu près minuit là, donc il fait nuit. Et je me dis, bon, soit je m'arrête et je me rends, soit j'essaie de prendre la fuite. J'ai choisi la deuxième option, donc j'ai accéléré à fond dans un petit village, dans des toutes petites rues. J'ai roulé à fond, tourné à gauche, à droite, et là je vois une place entre deux voitures. Tac, je mets la marche arrière, je fais le créneau de ma vie. J'ai jamais fait un créneau aussi propre. J'ai coupé le motard, coupé les phares, et je me suis jeté sous ma voiture, enfin par terre dans la voiture. Et 10 secondes après, j'ai entendu l'autre voiture qui me suivait, qui est passée à fond la caisse. Donc là, j'avais le cœur qui battait à 200. Je me dis, bon, c'est bien, maintenant je les ai semés, mais en même temps, ils doivent avoir la plaque d'immatriculation. Ils ont mon numéro de plaque, donc ils savent déjà où j'habite. Donc si je rentre chez moi, il y aura 2 flics qui m'attendront en bas de chez moi. Donc ça résout en rien le problème, ça ne fait que repousser. Donc je me dis que je vais aller cacher la drogue dehors. Je vais aller la planquer dans un champ, l'enterrer, et puis je viendrai 2 mois plus tard s'il faut la récupérer. Et donc je commence à prendre la cam, et là mon téléphone sonne, et je reçois un texto, et c'est le premier mec qui voulait monter avec moi à Paris, qui m'envoie un message en me disant finalement je suis monté avec ma voiture, je t'ai vu, et c'est moi qui te suivais, t'es où, je t'ai perdu. Donc moi j'ai disjoncté, j'ai insulté de tous les noms en disant écoute, tu te rends pas compte là, pourquoi tu m'as pas appelé avant, pourquoi tu m'as mis un coup de pression comme ça, tu m'as fait prendre des risques de ouf alors que j'ai 60 grammes de cam avec moi. Donc j'ai insulté de tous les noms. Lui il comprend rien, il me dit ouais je suis au McDo, viens je te paye une glace et tout. Je dis mais de quoi tu me parles, t'es complètement inconscient. Donc j'ai dit oublie mon numéro, c'est fini, voilà, ou m'appelle plus jamais. Sur ce je reprends ma route, et là il me renvoie un dernier texto en disant ouais si tu veux j'ouvre la route, je fais la route devant toi, et comme ça s'il y a des flics je te préviens et tout. J'ai même pas répondu, j'ai tracé. 10 minutes plus tard j'arrive à un péage, des flics partout, ils m'arrêtent. Et il décide de fouiller de fond en comble ma voiture. Et cette fois-ci, en plus, j'avais bien caché la cam. D'habitude, je la cache même pas en me disant si je me fais arrêter, de toute façon, c'est mort, tu vois, ils ont des chiens. Je l'avais bien caché cette fois, ils l'ont trouvé malgré tout. Et voilà, donc ils m'ont arrêté. Et à ce moment-là, il y a l'autre qui est passé en voiture 10 minutes plus tard, qui m'envoie un message en disant attention, ils ont arrêté un mec sur la file de gauche, fais attention. Et donc c'est les flics qui lisaient mon message. Et donc ils ont dit donc t'es avec un mec, il vient de passer, donc c'est bande organisée, je sais pas quoi. Enfin c'était encore. Ils ont cru qu'on circulait à deux. Enfin voilà, donc il était minuit 1h du matin à ce moment-là, donc c'était la douane qui m'arrêtait, douane volante. J'étais un peu dégoûté parce qu'ils m'ont dit que j'étais la première voiture qui venait d'arrêter. Ils s'étaient installés là 1 minute avant, donc s'il y avait l'autre bolos qui m'avait pas fait cette action, je serais passé avant que eux n'arrivent. Ils venaient vraiment de s'installer. Donc j'ai passé un certain nombre de temps en rétention douanière, ça s'appelle. Il fallait attendre que le procureur se réveille à 10h le lendemain matin. Donc j'ai passé 10h dans les locaux de la douane, et puis à 10h ils m'ont remis aux gendarmes, qui m'ont mis en garde à vue et qui m'ont libéré vers 16h ou 17h le jour même. Voilà. Après ils ont enquêté, donc ils m'ont pris mon permis parce que j'étais positif à l'héroïne, à la cocaïne. J'avais beaucoup de plaquettes de Subutex aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, ils ont pris ma voiture. Et puis du coup j'ai un procès qui aura lieu en août, donc un an après les faits, quoi. Alors je suis poursuivi pour 6 trucs. Donc il y a acquisition, détention, transport, importation, usage et conduite sous stupéfiants. Au début j'étais pas tranquille, hein, les 2 premiers jours après être sorti de la garde à vue. C'était un peu la guerre, ils avaient mon téléphone, j'avais peur de ce qu'ils pouvaient trouver dans mon téléphone. Je me suis inscrit sur des sites, effacer le contenu de son iPhone à distance, des trucs comme ça. Donc c'était une bataille, une sorte de ping-pong. Enfin, je me croyais dans un ping-pong technologique avec les douanes, en me disant c'est le week-end, il faut que j'arrive à éclater l'intérieur du téléphone à distance avant qu'ils qu'ils l'ouvrent et tout. Je sais pas si ça a marché ou pas, mais du coup je suis pas poursuivi pour cession. Donc le trafic n'est pas poursuivi. Alors que a priori il y aurait des éléments dedans, même discrets quand même, mais des éléments quand même
Voilà, surtout qu'avec 60 grammes, ils étaient pas dupes non plus, les types. Quand j'aurais dit que c'était ma conso, moi j'avais beau dire ça, c'était pas forcément très crédible. Mais bon, c'est passé, donc je sais pas pourquoi ni comment, mais c'est bien. Ça m'a un peu calmé, hein, forcément, parce que maintenant je me dis, quand j'y vais, c'est comme si dans la vie on a tous un joker, quoi. Ça s'appelle prison avec sursis, un casier vierge, c'est un putain de joker. Maintenant je sais que si je me refais capturer, ça va sûrement pas être le même délire. En même temps, ça rajoute un peu d'adrénaline. Hein. J'y suis retourné récemment, donc je suis allé à Lille, pareil, donc j'y suis allé en train cette fois-ci. Hein. Donc je rechoppe et je retourne à la gare pour reprendre mon train Lille-Paris. Et là, sur le quai, je vois des flics partout. Des flics. Qui sont autour de mon train. Tout. Je me dis, qu'est-ce que je fais ? Je me suis dit, je vais prendre un billet en première classe. Comme ça, il y aura moins de doutes. Voilà, je me mets avec les riches, pas de soucis. Je prends mon billet en première. Et j'arrive, le wagon est vide, mais vide. Je suis un des premiers à monter dans le train. Donc je me dis, tranquille, je me pose, je mets mes écouteurs. Dans 1 heure, je suis à Paname. Je me pose. J'avais acheté une salade de quinoa pour bien aller avec le style première classe et tout, avec des couverts en bois et tout. Je mange ma petite salade. Et là, je vois un schmitt qui monte dans mon wagon. J'étais à l'étage en première classe. Il commence à regarder comme as entre les sièges et tout. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette embrouille ? Le mec s'avance vers moi. Il dit, monsieur, contrôle et tout. Je dis, qu'est-ce que c'est ? Et j'avais la cam, elle était dans mon sac. Il y avait une petite poche à l'intérieur qui est discrète, mais elle était là, quoi. Il me dit, ouvrez votre sac. Donc à chaque fois je mets 2-3 affaires, tu vois, je mets un caleçon, une brosse à dents et tout pour faire style que je suis allé chez ma meuf le week-end, que je reviens et tout. Donc je raconte mon histoire, je suis allé chez ma meuf, je reviens. Il dit ouais, ouvrez votre sac, hein. Et le cœur qui bat comme ça, il commence à dire est-ce que vous êtes connu des services de police ? Je venais de me faire arrêter 1 mois et demi avant, tu vois. Donc je reste stoïque, je dis non, pas du tout, de quoi s'agit-il et tout, tu vois. Il me dit bon d'accord. Il me dit vous avez un billet, le billet il est ok. Donc je sors mon billet, je dis oui bien sûr, un billet en première classe. Il le regarde même pas, il dit ok. Et il bouge. Je me dis qu'est-ce que c'est que cette histoire quoi. Et genre 5 minutes après, il y a 4 mecs en costard de ouf. Mais genre des costards que tu vois, costards de Barack Obama, tu vois, 5 mecs qui se mettent à côté de moi. Tu vois, moi il y avait en première classe, t'as les 4 sièges qui sont face à face, 2 sièges et 2 sièges. Les gens ils sont par 4 en face. Ensuite t'as le couloir et t'as juste un siège en face d'un autre siège. Donc là il y a un mec moi j'étais à l'endroit où il y a juste un siège et avec devant moi un autre siège. Il y a un mec qui se pose juste devant moi et les 4 autres qui se posent à côté. Et tout le reste du wagon est vide. Des mecs avec des costards de ouf, tu vois. Et il y en a un, je le regarde et je me dis putain, c'est le premier ministre de la Belgique. C'était Charles Michel, un mec, je me suis d'un coup, ça fait un flash dans ma tête. J'ai reconnu le Premier ministre et je me dis putain, pendant 1 heure ils commencent à parler entre eux de oui on va voir Macron avec la délégation, ils parlaient de trucs politiques et en fait il y avait des schmitts qui étaient à chaque bout du wagon, tu vois, des mecs des services de sécurité, il y avait des gendarmes et tout. Et en fait j'ai passé tout le trajet, tu vois, à 2 mètres du Premier ministre belge avec mes 50 grammes d'héros dans la poche. Je venais d'être contrôlé juste avant, tu vois. En première classe en fait je me suis jeté moi-même dans la gueule du loup, tu vois. Et voilà, c'était la petite anecdote une des premières fois où j'ai rechopé juste avant, tu vois, juste après m'être fait choper en août.